Alors, Ah, comme ça. Thibaut va nous faire un petit travail donc sur identité numérique ou identité faciale. Alors je laisse la parole à Thibaut, hein, vous l'écoutez, vous êtes sage. Chien. Bonsoir. Bonsoir. On commence à être un peu en fin de journée, les esprits sont un peu échauffés, et on commence doucement à aller dans un état un peu plus délicat, où certains vont peut-être commencer même à ronfler. C'est possible. Il est 16h passées, la digestion se termine, et puis je vais vous proposer de faire un petit tour sur le numérique. Alors ce qui va un peu changer, c'est que je suis un des conférenciers, mon Dieu, deux doigts de la pamoison en disant ça, mais je vais chuter aussi la moyenne d'âge. Parce qu'un psychanalyste à 30 ans, ça fait grincer des dents, ça fait grincer aussi de l'arthrose aussi, hein, parce que la majorité des psychanalystes ne sont pas non plus... On a de l'arthrose. Pas tous, mais une certaine majorité. Alors qui suis-je? C'est juste un peu pour me situer par rapport à ce que je vais vous dire, c'est qu'il existe quand même une grande diversité chez les psychanalystes, que ce soit les freudiens jusqu'à aujourd'hui. Il est quand même assez rare d'avoir des psychanalystes jeunes. Freud lui-même disait que c'était une expérience de fin de vie. Une expérience de vie différente qui n'est pas celle de tous les stades. Et du coup, aujourd'hui, je me suis formé ailleurs avant de venir ici, avant de venir à l'APE, et je me suis surtout formé au digital. Tout ce que lui appelait les humanités à l'époque ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, que ce qu'on enseigne dans les grandes écoles de commerce. Et mes humanités, moi je les ai fait sur le digital, comme d'autres ont pu faire, école de commerce, design, ingénierie, et c'est ce qui va nous concerner, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que peut être la projection d'une identité dans le digital. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'au début, lorsqu'on en a discuté avec Frédéric, je ne parlais pas d'identité faciale, mais d'identité sociale. Et le lapsus linguae, cher Lacan peut-être, Frédéric a compris l'identité faciale. Donc en fait, on est parti sur une approche qui est de la reconnaissance de soi dans un environnement plus ou moins large, et essayer de structurer un petit peu la compréhension, mais aussi selon des générations. C'est-à-dire qu'on va partir des générations qu'on appelle les générations boomer ou les générations X, c'est-à-dire ceux nés après 1946 jusqu'en 1980, pour aller sur les générations de transition, qui est la mienne, la génération grecque, et ensuite la génération Z, qui est la génération post-modernité, pas au sens historique, ni philosophique, ni sociologique, mais celle de... Ils ont grandi sans connaître la transition générationnelle, sans connaître la transition technologique. Et c'est ce qui va marquer aussi le lien avec cette identité. Alors en préparant ce papier, j'ai essayé de faire un état des lieux. Alors, tout sur téléphone, je n'ai pas de papier, question aussi là de génération, mais c'est moins pratique, je vous l'avoue, en l'utilisant. C'est que l'identité est une chose folle, est une chose un peu complexe. Parce qu'elle n'existe pas, elle est un peu inclassable. Et c'est le sujet de bas les masques, à bas les masques. C'est aussi une façon de discuter ce que nous sommes derrière les masques, car les masques, c'est ce que nous partons chaque jour, de la première à la dernière heure de notre vie. Ils sont multiples, ils sont complexes, inclassables, et aussi une part importante de notre identité. Ils sont constitutifs de cette identité. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai essayé de faire un état des lieux. Et en 50 ans de recherche en sciences humaines, la notion d'identité est tellement large, tellement complexe, qu'en partant de Platon pour arriver jusqu'à Bourdieu, j'en avais à peu près pour 3 jours de conférence. Donc j'ai décidé de vous faire un peu plus synthétique, parce qu'en 20 minutes, une demi-heure, c'était compliqué de parler de qu'est-ce que l'identité aujourd'hui. Donc il y a quand même une approche philosophique. Alors le philosophe pourrait nous en parler beaucoup mieux que moi, parce que je n'ai aucune notion philosophique, si ce n'est de l'intérêt qu'on peut porter à la démarche philosophique dans la compréhension de l'identité avant la modernité, c'est-à-dire post-Seconde Guerre mondiale avec la révolution industrielle, qui a induit une certaine émancipation, une individuation très importante, très marquée. Aujourd'hui, la question d'identité est structurée autour... C'est vraiment chiant ces iPhones, ils se déverrouillent tout seuls. C'est un ennui, c'est un ennui. Étymologiquement, le mot identité vient d'identitas, qui veut dire le même.
Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on questionne aujourd'hui, parce que justement, on questionne la singularité en psychanalyse. On questionne l'identification, les processus d'identification et de différenciation quelque part. Alors quand le petit Robert, ou le gros Robert, peu importe celui que vous avez, me dit que l'identité c'est le caractère de deux choses identiques, ou le caractère de ce qui est de l'ordre de l'unité et de ce qui demeure identique à soi-même. Ça nous renvoie plus à un procédé d'identification et d'individuation en philosophie ou en psychanalyse. C'est ce qui permet de se reconnaître, de connaître une personne et de reconnaître un individu parmi un groupe. Et ça, ce sont des recherches plus modernes, où on vient avec le social. M. Bischoff vous a parlé tout à l'heure du social, on était en plein dedans. La construction de l'identité moderne est le fruit de siècles de structuration de l'individu. Et donc l'individu dont on parle aujourd'hui, c'est l'individu de la troisième révolution industrielle, qui est celle d'aujourd'hui, et c'est celui qui est le fruit de 50 ans de pensée sur l'égoïsme moderne. L'égoïsme moderne, c'est mon propre terme pour désigner l'individualisation de plus en plus massive que l'on peut constater. Mais elle n'est pas toujours structurée de la même manière. Par exemple, l'identité est marquante. Sur les anciens iPhones, sur les générations 9 et 10, c'était avec le pouce. C'est quand même vachement plus facile. Vous posiez votre doigt, le téléphone se déverrouillait. Là, il faut que le machin soit face à moi, qu'il reconnaisse mon identité faciale pour que je puisse avoir la décence et l'honneur d'accéder à mon propre contenu. Mais ce n'est qu'une conséquence technologique, ce n'est pas une conséquence de choisie. Par exemple, l'un des défauts de cette technologie, c'est que sur les personnes asiatiques, l'iPhone étant majoritairement testé et développé aux États-Unis, la base de données qui permet d'identifier des visages entre deux personnes asiatiques, ça fausse le système. C'est-à-dire que deux personnes asiatiques qui ont des traits légèrement proches peuvent déverrouiller un iPhone, alors que deux personnes occidentales ne seront pas dissociées de la même manière. C'est assez comique et assez inutile comme information, mais ça vous montre bien que l'identité est une subjectivité très importante. Alors j'avais envie de vous parler de clinique de l'identité, et de vous parler d'identité, de définition d'identité. Et pour parler de clinique, je voulais la situer. Parce que Freud n'a malheureusement pas parlé d'identité. Ça n'apparaît pas du tout dans le corpus. Il parle à un moment d'identité d'interprétation, qui n'a rien à voir avec le sujet que j'essaye de développer ici. Et de fait, il faut parcourir quand même un petit peu la philosophie, un petit peu l'anthropologie et un petit peu la sociologie pour voir comment ces 50 dernières années ont structuré la pensée pour arriver à aujourd'hui. Ce que je vais aborder un peu comme clinique, c'est la clinique du web. Et au lieu de parler d'un sujet agissant, je parlerai d'une plateforme. Et nous avons donc Instagram. Instagram comme sujet de surinvestissement narcissique. Alors Stéphane Ferré, qui est un philosophe, postule 3 types d'identités. La première identité est l'identité numérique. Alors ça ne parle absolument pas d'identité numérique comme moi j'en parle, ça n'est plus de langage, mais abus de langage philosophique, c'était pour parler de la quantité, c'est-à-dire ce qui désigne la relation qu'un être entretient lui-même tout au long de sa vie. Donc c'est d'une personne à une autre. L'identité spécifique, c'est ce qui désigne la relation qu'entretient des êtres qui appartiennent à une même sorte, à une espèce. Donc là on parle de notion de groupe. Et enfin, l'identité qualitative ou indiscernabilité, c'est la relation des êtres qui ne sont distincts que par le nombre. Et là, on peut parler non plus d'hommes, on peut parler d'animaux, et on peut aussi parler d'objets, d'objets avec un O majuscule. Et tout au long de cette présentation, qui, je l'espère, ne vous ennuiera pas, et sera suffisamment courte et compréhensible, très souvent, j'emploierai des mots avec l'objet O majuscule. Un petit peu à la façon de Lacan, que je ne supporte pas, mais dont je parle. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même fait 600 pages sur l'identification, qui est la notion majeure en psychanalyse pour parler d'identité. La philosophie met en dialogue la question des rapports de même, c'est-à-dire d'idées, d'identité, et de l'autre. Alors là, je m'avance sur des sujets comme si je marchais sur des œuvres 4x4. J'ai des philosophes que je vois à travers le prisme de mon regard et d'autres qui connaissent les sujets. Je ne parle pas de Spinoza tout de suite ni de Pascal, mais de Kant.
parce qu'il a proposé l'idée de l'unité de conscience de soi, et qu'il essaye de déterminer dans son ouvrage qui s'appelle Anthropologie de point de vue pragmatique. En gros, l'homme a une capacité de penser, cette capacité il l'a par nature car il est conscient, je ne parle pas de conscience mais de capacité à réfléchir, à émettre des idées, et qu'il a aussi la capacité d'entendement, c'est-à-dire de discerner les choses par rapport aux autres, et donc de réfléchir sur soi. Mais il nuance en précisant que la notion de conscience de soi n'est pas innée, elle nécessite un apprentissage. Et Kant préfigure la notion de sociabilisation qui nécessite de comprendre le feedback, c'est-à-dire les interactions entre individus pour s'enrichir. Il y a alors vous en avez des paquets qui parlent d'identité, mais j'ai pris ceux qui me parlaient le plus. Et donc on passe de Emmanuel Kant, à un philosophe un peu plus récent, Paul Ricoeur, qui ne disait de l'identité qu'elle ne demande à être reconnue que pour exister. Et c'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire que la voie d'accès à l'identité, c'est l'autre. Et l'autre avec un A majuscule. Alors, je vais parler encore un peu de théorie, parce qu'on va parler d'anthropologie et de sociologie. Alors là, je me méfie encore plus, parce qu'il me regarde et je sais que le coup près peut tomber, comme une guillotine un peu trop aiguisée. Mais il faut quand même se dire que ce que j'évoquais juste avant, sur le développement de l'identité moderne, en Occident, parce que si je parle d'identité en Asie, c'est encore une autre conception, et si je parle de l'identité en Mongolie, c'est encore une autre conception. Claude Lévi-Strauss avait très dignement évoqué une citation que je ne retrouve pas d'ailleurs, c'est un peu le bordel dans mes notes, et c'est dommage, parce que en fait, il expliquait que selon différentes approches, chaque organe pouvait être animé d'une âme. Et donc que l'identité était un assemblage d'âmes qui, chaque moment, était au contraire d'immuable, était constamment en mouvement, complètement mobile. Elle n'était pas assemblée. Et je viens de retrouver le texte, et je vais vous le citer parce qu'il est beau. C'est Jean-Jacques Gorock, qui est psychiatre et psychanalyste, qui cite dans l'identité de l'autre, parce que l'identité se définit par l'autre, du Claude Lévi-Strauss lors d'une conférence. Et là, c'est Claude Lévi-Strauss qui parle. Je retiendrai l'inconsistance de l'identité, son morcellement. Il donne comme exemple, en Indonésie, je cite, des sociétés qui croient en des âmes innombrables logées dans chaque membre, chaque organe, chaque jointure du corps individuel. Le problème est alors d'éviter qu'elles ne s'échappent, de vaincre leur tendance constante à la dispersion. C'est beau. Puisque là, on est dans une question de rapport à la culture, de rapport à la compréhension. Donc quand je vous parle d'identité, je vous parle de problématiques qu'on a en sciences humaines au sens large, sur les 50 dernières années, à essayer de définir ce qu'est l'identité selon différents champs de recherche et différents champs de compréhension. Une autre approche, qui est encore anthropologique, avec Philippe Labure-Tollerat, qui donne une approche très pragmatique de l'identité, de la question d'identité, avant même de parler de sociologie. Je cite. Les problèmes d'identité pour les sociétés comme pour les individus ne sont pas purement académiques. Ils englobent le terrain de l'existence la plus concrète, le champ des traditions, de l'éducation, de la politique, où de façon passionnelle, voire sanglante, se déploient les revendications d'identité. Ils sont la source des guerres dites tribales, où souvent les intérêts modernes effacent les références ethniques, où souvent s'inscrivent en contrepoint l'appartenance religieuse, le terrorisme, le politique, allant jusqu'au rejet total de l'autre. L'intégrisme religieux d'Al-Qaïda, de l'Iran, guerre des Balkans, Bosnie, Kosovo, guerre civile, s'ensuit une très longue liste que je vous épargnerai. L'anthropologie nous apporte l'idée que finalement, c'est la culture et l'ensemble de l'environnement qui est constitutif de l'identité. L'identité n'est donc pas innée. Elle est acquise distinctement de la personnalité, que je ne définirai pas ici, mais qui pourrait avoir une part d'inné. Pour la sociologie, j'en retiendrai deux en particulier. Pierre Bourdieu, je cite, « Je égale moi, qui en découle conduit à faire de l'identité un agrégat composé d'une recombinaison d'ADN, d'une filiation familiale et sociale et d'un héritage matériel et symbolique. » On est dans une approche globalisante où l'identité n'est pas monolithique et elle est purement structurelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est complètement composite.
Et je finirai juste avec Erving Groff, sociologue et linguiste américain, qui confirme l'affiliation de l'identité comme un système et une entité non monolithique. L'identité est vue comme un processus dynamique et comme le résultat de négociations et d'interactions avec autrui. Donc on est bien sur une idée de constitution d'une identité. Ça bouge, ça avance, ça recule. Si ça ne va pas, ben on avance. Si ça ne va pas, on recule. Et c'est constamment dans cet déploiement, dans ces échanges, qu'on peut avancer. Alors pour faire une petite pause, je vais vous donner une recette de bœuf bourguignon, qui est la recette typiquement de la Nièvre, c'est-à-dire qui est une partie de la Bourgogne, et qui a pour spécificité de ne jamais mettre de lardon dans le bœuf bourguignon, et de ne jamais mettre 2 verres de vin, mais la bouteille entière. Comptez pour 2 litres de bouillon, 1,75 centilitres de vin. Et bien sûr, ne prendre que des morceaux non tendres, parce que ça cuit longtemps, à feu très doux, en ajoutant au préalable carottes, céleri, oignons, et ail écrasé à couper en morceaux. Vous avez un terrain favorable à un bœuf bourguignon de qualité. Les pommes de terre se rajoutent en général une demi-heure avant présentation, puis séparément c'est meilleur. La notion d'identité est propre aussi à la capacité de l'humain à s'adapter à son environnement. Pourquoi la recette du bourguignon n'est pas si anecdotique? C'est qu'il n'y a pas trop d'élevage porcin en Bourgogne. Il y a de l'élevage de porc, mais dans la Nièvre, on trouve de l'élevage de bœuf, ou plus généralement de vaches. Et donc du coup, dans la recette du bœuf bourguignon qu'on présente comme étant celle du bœuf bourguignon français, vous avez systématiquement des putains de lardons. Alors que j'ai grandi en partie avec une identité de cette culture alimentaire où on n'utilise pas de lardon. Et ça me révulse à chaque fois que j'en vois, car il est non nécessaire. On cuisine à l'huile d'olive et au beurre. Et c'est une question d'identité, une question d'identification. Alors, plus grand que général, pour chocolat, chocolatine, débat national. Question identitaire, c'est une question de terrain, une question d'assemblage et de reconnaissance. Bref, pour revenir à la question de l'identité à travers les masques, on a un intérêt notable pour le mobile, pour la mouvance et pour la constitution d'un ensemble, un agrégat. Il n'y a rien de solide. Et votre identité, nos identités, sont toutes constituées de flou. Jusqu'à ce que quelque chose progresse, jusqu'à ce qu'on recule, ce n'est qu'un assemblage constant. Et les masques sont finalement, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Jung, on porte des masques selon des situations sociales différentes. Et la structuration que je trouve intéressante, c'est que la psychanalyse ne définit pas l'identité. Elle ne parle pas d'identité. Et dès le début, Freud n'a absolument pas parlé d'identité. Et je me suis amusé à essayer de comprendre, de chercher dans un corpus psychanalytique assez large. Alors j'ai pas pu tout faire, bien sûr, mais le terme identité n'apparaît pas, ne revient pas, il n'y a aucune occurrence dans ce corpus. Par contre, dans le vocabulaire de la psychanalyse de Jean Laplanche et Jean Bertrand Fontalis, c'est un peu comme l'histoire de la psychanalyse de l'UNESCO, ça sert à caler les meubles, mais ça sert aussi de référence et de mettre les talons. On trouve identification. Et en fait, l'identification est la première étape à la constitution de l'identité. Oui, ces deux messieurs valeureux définissent l'identification comme un processus psychologique par lequel un sujet, un aspect, une propriété, un attribut de l'autre se transforme totalement ou partiellement sur le modèle de celui-ci. Les personnalités se constituent et se différencient par une série d'identifications. Et on rentre à ce moment-là dans un grand travail de projection-identification. Ce sera le paradigme que je soulignerai lorsque j'interviendrai sur le sujet clinique, c'est que le sujet engagé dans la modernité technologique, est constamment mis sous une pression d'identification, projection, identification. Et c'est grâce à ce système-là que se construit une nouvelle identité, une nouvelle forme d'identité complémentaire à celle qu'on a connue. Alors malheureusement, on va parler de Lacan. Vous avez parce que je ne maîtrise pas, et je ne sais pas si mon désir de comprendre est réel, ou si j'ai un rejet par manque de vocabulaire et de compréhension, comme ont pu nous montrer nos deux collègues juste avant.
Il y a une difficulté à le comprendre, une difficulté à le saisir. Mais ça reste néanmoins intéressant. On parle ici d'une leçon donnée le 18 mars 1975. Donc le livre, le séminaire 5 de mémoire, je crois, fait 600 pages, retranscrite par Paul Valras de mémoire. Il se peut que j'ai quelques doutes. Voilà ce que Lacan, voilà, Lacan donne en repartant de Freud, c'est-à-dire qu'il balise Freud pour aller sur son terrain. Je cite: « L'identification est triple. Telle qu'il l'avance, en parlant de Freud, je vous formule la façon dont je la définis. S'il y a autre, avec un A majuscule réel, il n'est pas d'ailleurs que dans le nœud même, en parlant de nœud borroméen. Cet autre, avec un A majuscule réel, faites-vous identifier à son imaginaire. Vous avez alors l'identification de l'hystérique au désir de l'autre. Identifiez-vous au symbolique de l'autre, A majuscule réel, vous avez alors cette identification que j'ai spécifiée de, alors thermalement, excusez mon illetrisme alémanique, Enzinger-Zung, du trait unitaire. Identifiez-vous enfin au réel de l'autre, A majuscule, l'autre réel, vous obtenez ce que j'ai indiqué du, et on en revient à une thématique que j'éclairerai juste après, au nom du père. Et c'est là que Freud désigne ce que l'identification a à faire avec l'amour. On va revenir sur Lacan 2 secondes après, et je reviendrai sur une identification personnelle. Je rejette le complexe d'Oedipe. Serrer les dents, desserrer le sphincter, ça va bien se passer. On peut être psychanalyste, merci Frédéric, et rejeter ou ne pas accepter une partie du corpus théorique, car la psychanalyse n'est pas une science, elle n'est pas démontrable, elle n'est pas reproductible, donc je dis ce que je veux. Voilà. Donc, en rejetant la question du complexe d'Oedipe, j'évince une partie du processus d'identification, puisqu'on a le nom du père, qui pour Lacan est fondateur de l'identification, est un peu, contradictoire de mon intervention, mais il n'empêche que je peux m'en servir pour exprimer une idée du processus d'identification. Voilà comment je résume. L'identification est un empilage d'expériences pour le sujet, qui gagne et perd dans des investissements divers, dans des investissements d'objets, avec un O majuscule. La première est une identification primordiale, il s'agit du père. De faire de son père son idéal et simultanément de prendre sa mère comme un objet. On en vient au grand sexisme de la psychanalyse. Est-ce que c'est réellement une exclusion de la mère au profit du nom du père? Je vous laisserai juge, pour ma part, c'est niette. Une identification secondaire issue du complexe d'Oedipe, où l'enfant va s'identifier soit à la mère, soit au père. À vous de choisir. Mais il s'agit d'une identification médiate, c'est-à-dire de transition. Identification à quelques traits, Enzinger-Zung, de l'objet qui se refuse. Et enfin, une identification aux symptômes, repérée chez l'hystérique, en dehors de tout attachement libidinal. Lacan y repérera l'identification au désir de l'autre. Par contre, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, quand c'est du pathologique, ça m'intéresse. C'est significatif. On repérera l'identification au désir de l'autre. Et ça, c'est tout le sujet du surinvestissement narcissique qu'on trouvera dans le sujet clinique que j'aborderai juste après. La question de l'identité se joue aussi dans le nom et les liens qui s'unissent avec ceux qui les attribuent. Et là, je reviens à ce que disait Madame sur l'importance de la linguistique chez Lacan. C'est encore plus angoissant, mais il n'empêche que la dénomination du nom a un enjeu primordial. Et sur Internet, parce qu'on va parler d'Internet juste après, c'est aussi primordial parce que le web est sémantique. Le web est linguiste, c'est-à-dire qu'on pose des mots-clés, on appelle des hashtags, et qui permettent de poursuivre des expériences, de rebondir dessus, et ça fait partie, bien heureusement, malheureusement, du signifiant et du signifié chez Lacan. Colette Solers, psychanalyste et docteur en psychopathologie, qui vient du champ lacanien français, donne une idée suivante sur Lacan. La nomination du père, dans le complexe d'Oedipe, est une source d'identité, car le père, avec un P majuscule, comme l'enfant est quelque part, le qualifie. Père est un nom, nom du père. C'est un nom de nom, et tous les noms de ce nom de nom. La femme, l'homme masqué, etc. Constitue la série du nom du père au pluriel. Autant dire que si le dire existentiel peut faire loi, et même la loi des reins,
Quand le surmoi, il n'y a pas de loi de dire. C'est de la poésie. Hein. On est sur une forme de poésie, de maïeutique intellectuelle. Le dire paternel qui nomme est donc plutôt épiphanique, comme je l'ai déjà formulé. Ce qui est très intéressant avec le travail de Colette Sellers, c'est qu'elle a participé à un ouvrage collectif sur la question d'identité en psychanalyse pour le champ lacanien, et elle élude la question de l'identité par les noms. Et le père qui donne un nom nomme et donne une place. Mais où est Internet dans tout ça? En fait, la psychanalyse n'a pas éludé complètement la vision d'identité. Pour moi, ce que je retiens d'identité en psychanalyse, ça va être les instances et les topiques freudiens. Le moi, le ça, le surmoi, je vais mettre l'idéal du moi aussi, et la partie conscient, préconscient, inconscient. Et cet ensemble-là forme l'identité. Et on va retrouver, dans les dynamiques pulsionnelles, des masques. Et ces dynamiques pulsionnelles vont être alimentées constamment. Les transitions sont difficiles parce que j'essaye de passer d'objet de définition, de saisir un objet insaisissable, pour venir après sur le terrain du numérique, parce que là on n'en a pas encore parlé. Mais c'est surtout que c'est un très bon somnifère, les définitions. La théorie est un somnifère parce que c'est un débat où personne ne gagne et où chacun a son avis. Le consensus que j'essaye moi d'avoir avec moi-même, c'est que le complexe d'Oedipe n'est pas définitif dans la constitution de l'identité, mais que par contre, la notion de désir, qui est celle de la pulsion de vie et de mort, enfin, je simplifie à ma manière, bien évidemment, ça n'engage que moi, c'est le moteur de tout ce fonctionnement-là, de ce fonctionnement inconscient. Bon, je vous passe des trucs parce que sinon j'en ai encore pour 2 heures. Et l'important, c'est que vous reteniez des éléments assez factuels. De toute façon, je m'en fous, je montre au montage. Je suis perdu dans mes notes. Ça, c'est l'avantage de pouvoir après faire en post-production ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est en venant sur le terrain du numérique que nous pourrons déployer ces notions, avec un regard plus large. Les métamorphoses pourraient être reliées dans un premier temps à l'imagination, le sujet rêvant, fantasme et projette à tout va. Le cycle de base se retrouve dès le début de l'écriture des premiers romans. L'investissement du sujet dans des objets n'existe que virtuellement, dans une histoire qui pourrait être un historique de travail pour comprendre les métamorphoses de l'identité. C'est le terrain qui va donc dissocier l'expérience de métamorphose de l'identité avec des expériences sociales, des expériences virtuelles et numériques. Il ne faut pas oublier que le cerveau fonctionne par représentation. Et qui dit représentation dit image. Image mentale, certes, mais image. Chaque investissement libidineux, chaque pulsion est donc le fruit d'un travail de construction d'image mentale. Ces constructions sont façonnées, raisonnées de manière consciente et irraisonnées de manière inconsciente. Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, dans son ouvrage Psychanalyse de l'image, rappelle que les images ne sont pas à prendre pour leur simple existence ou représentation, mais bien comme une expérience originale et authentique pour chaque sujet pensant. Et c'est là où on va passer d'un état, c'est-à-dire avant la révolution industrielle, le divertissement était uniquement une question de roman, d'image, de tableau. Il y a eu l'arrivée de la radio, de la télévision, mais tous ces actes de consommation et de divertissement sont des images passives. Vous pouvez avoir une interaction, un investissement libidineux. Vous pouvez tomber amoureux d'un tableau, d'un personnage, vous pouvez tomber amoureux de Julien Sorel, mais Julien Sorel ne peut pas venir vous battre ou faire l'amour. C'est-à-dire que l'investissement est virtuel et ne se développe pas. Donc l'investissement libidinal n'enrichit pas le masque et donc l'identité. C'est ça qui est assez paradoxal. Avec la révolution industrielle, avec l'arrivée d'Internet, on voit une différenciation. Un exemple, une anecdote qui vaut pas le coup mais que je donne quand même, c'est lorsque les Frères Lumière ont diffusé pour la première fois Train arrivant en gare. Lors de la première diffusion, les gens qui ont vu ce train arriver se sont levés et se sont barrés. Ils avaient peur, par méconnaissance. Le train n'allait pas sortir de la projection. Mais l'évolution technologique est significative. Bon, alors là, vous pouvez sortir les oreillers. Je vais vous faire 4 minutes de rappel historique. En gros, les ordinateurs datent il y a très longtemps. Les premiers viennent de l'Anticythère, avant Jésus-Christ. Moi, je nommerai juste sur Internet, ARPANET.
à la base Internet via un réseau interconnecté d'ordinateurs, qui est un projet militaire et universitaire, qui date de 1969. Entre 1969 et 1971, on n'a que 23 ordinateurs de connectés à ce réseau. Entre 1984 et 1989, on passe à 1000 ordinateurs. Et ensuite, on passe à 100 000 ordinateurs, uniquement réservés aux universitaires et militaires. Ce sera un ingénieur du CERN, Tim Berners-Lee, qui proposera le WW, World Wide Web. Ce que nous dénommerons par la suite Internet. En 1992, on passe la barre d'1 million d'ordinateurs connectés. ARPANET disparaît et on voit Internet se démocratiser. En 2007, Apple sort... MacBook. Non. Ah, Apple. Ah, exactement. Sort l'iPhone, qui sera un premier smartphone avec une vraie réussite commerciale. Alors il y en a eu d'autres avant, Microsoft en a fait avec les pads, malheureusement ça ne s'est pas démocratisé. Et on arrive, après 2007, à avoir dans son téléphone des outils connectés à un réseau pour des interactions. Donc ça reste au début l'email, le GPS, l'envoi de photos, de messages, mais ça prévaut un nouveau mode de consommation et d'existence. Parmi vous, qui possède plus d'un ordinateur chez soi? Pas mal déjà. Qui possède plus d'un smartphone chez soi? Un peu moins. C'est l'inverse par contre dans le monde. Oui, c'est vrai. Alors dans le monde, en 2021, on compte 4,600 milliards d'ordinateurs connectés, à peu près 66% de la population mondiale. Bien. 66, je vous prends. 4,600 milliards, soit 66% de la population mondiale. 4 milliards 600 milliards. Oui, c'est ça. 4 milliards 600 000 ordinateurs connectés. En 2020, on compte 5,19 milliards de smartphones connectés, soit 1% de plus à une année près. Il y a aussi une raison à cette augmentation-là. Les smartphones sont plus utilisés pour se connecter à Internet dans les pays émergents. Ça coûte moins cher que d'acheter un ordinateur. Ou un téléphone fixe. En Afrique, ils se sont arrivés beaucoup avec le téléphone sans fil. En Afrique, en Inde, il y a énormément ce développement-là, où Internet arrive par le smartphone. Et donc on en vient à, après 37 minutes, à peu près, après 35 minutes de présentation, on en vient au sujet. C'est-à-dire qu'est-ce que l'identité numérique? Qu'est-ce que l'identité numérique? C'est-à-dire que l'évolution technologique a permis de comprendre, pas l'identité, mais de comprendre une méthodologie et de créer de nouvelles interactions. Parce que je vous le rappelle, l'identité n'est que, par exemple, voilà, qu'une construction inlassable d'interactions. Le fruit de cet assemblage, de nombreux paramètres, ce sont aussi les interactions d'une nature différente, car bien plus contrôlées. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise un ordinateur ou un smartphone, l'investissement et les interactions sur nos identités n'ont pas la même résonance, notamment sur des questions de génération. L'investissement est beaucoup plus important pour les générations X et Z, donc de 1980 jusqu'à après l'an 2000, que pour des générations boomer et X entre 1946 et 1980. Ceci étant, ce n'est pas parce que l'utilisation est différente que l'impact n'est pas similaire. D'un côté, les jeunes générations surinvestissent massivement, quand les anciennes générations n'investissent que partiellement ou peu ces outils. Cela n'empêche d'avoir des comportements similaires, quels que soient les tranches d'âge et l'utilisation de ces outils. Et nous parlons ici de métamorphose due à un outil. La technologie devient un biais à la construction identitaire. C'est l'outil qui est un agent interactionnel dans le développement de nouveaux investissements libidineux. Là, je reprends la question du désir, purement analytique, où l'outil devient une voie, et non plus juste la réalité vécue et subjective. On va prendre l'exemple d'un réseau, une plateforme, et qui, ici, est inscrit sur Instagram, et qui possède sur son téléphone une seule personne, 2, 3, quand même. S'il vous plaît, relevez la main. Qui utilise Instagram? Très peu. Ah oui, voilà. Il y en a qui s'en cachent. Voilà. Je vois des gens qui rigolent, qui s'en cachent. Voilà. Mais Instagram est une plateforme de partage de photos.
Ça ne consiste qu'à partager des photos. Facebook le faisait déjà, mais Facebook aujourd'hui est abandonné, complètement abandonné par les générations X et Y, et surinvesti par les générations de boomers et la génération... Z. Non, justement. Non, X. Donc c'est-à-dire que c'est de nos âges, alors que nos enfants, nos petits-enfants sont sur Instagram et TikTok. Exactement, merci. Mais qui suit. Moi, je suis surtout. Donc, et donc TikTok, tout le monde voit ce que c'est? Oui. Donc TikTok, c'est une plateforme de partage de vidéos. Voilà. La différence fondamentale entre Instagram et TikTok, c'est que sur Instagram, vous devez vous abonner à quelqu'un pour avoir un flux. Sur TikTok, on vous soumet des vidéos. Donc vous avez accès à tout. Instagram, je vais le prendre comme premier sujet clinique. Je ne vais pas parler de patients, mais je vais parler d'une plateforme, parce que finalement, l'outil en lui-même peut prévaloir de tous les symptômes, positifs comme négatifs. Pour moi, le symptôme peut être positif. Il n'est pas forcément négatif. On parle ici d'un monde d'image et de représentation du réel. C'est une forme recherchée artistiquement. C'est-à-dire que quand on poste sur Instagram, quand on poste des photos, il y a une recherche esthétique minimum. On ne poste pas juste une photo comme sur Facebook. Il y a une différence d'usage déjà de base. C'est un présupposé que je balance. Après, si votre utilisation est différente, ce n'est qu'une utilisation personnelle, bien évidemment. Chaque personne posée dans un compte ne va pas seulement poster du contenu, elle va structurer son album photo comme une œuvre originale pour raconter quelque chose, le plus souvent sa vie, sa passion, son métier. Dans cette narration va naître un ensemble de projections fantasmagoriques, un surpersonnage, ce que je dénommerais comme étant une extension de soi, arrangée, narrée, structurée, pour répondre à des fins spécifiques. Ce surpersonnage est un vrai marketing de soi, qui n'a que pour seul but d'avoir des abonnés. Et c'est ce qu'on appelle la boucle de rétroaction, ce qui nous vient du champ de l'information et de la communication, c'est la rétroaction. C'est-à-dire que je donne une information, d'étoiles, et j'ai en retour des likes, j'ai en retour des abonnés, j'ai en retour des commentaires. On ne cherche pas à plaire, on cherche à créer. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit faire le buzz. C'est-à-dire créer une émulation pour créer du mouvement et, je vais dire une acquisition, oh, mon Dieu, 5 minutes. Les gens partagent les mots. Il y a donc un ensemble de projections d'identification constantes. Et elle, d'autant renforcer que le nombre de personnes souhaitant atteindre un grand nombre de popularité est proportionnel au nombre d'inscrits. C'est un immense concours sans fin. Chacun investit un temps de cerveau disponible, cher Patrick Lelay, de plus important, comparé à la télé, mais aussi, on va devenir créateur. Ce qui est significatif, c'est que l'instantanéité du geste rend ce système d'identification, projection, instinctif pour les jeunes générations. Ce n'est plus une habitude de communication, et un mode de communication et de penser le soi pour les autres. Le soi avec un S majuscule et les autres avec un A majuscule. Avec un souci du bien montrer, B majuscule et M majuscule, où le marketing de soi est aussi important que la manière de s'habiller ou de se comporter. Chaque sujet inscrit à cette plateforme participe activement à sa manière. Mais cela devient un bien de consommation comme la télévision, où se développent des communautés spécifiques, ethniques, religieuses, culturelles, identitaires. La cristallisation de l'instantanéité de ces processus, identification, projection, identification, est inclusive. Et lorsqu'elle est communautaire, elle est une preuve encore plus structurante et peut induire des compensations ou des compensations identitaires. C'est un renforcement constant. Et plus l'instantanéité présente est forte, plus ça avance. On peut voir apparaître alors par exemple des troubles narcissiques qui vont venir jouer sur la stabilité d'une identité. Typiquement quelqu'un qui va avoir un enjeu narcissique important et qui va comparer sa vie aux projections des autres, va complètement décompenser. On aura une structuration identitaire faible, instable, donc potentiellement névrosée et avec une cristallisation très difficile à déconstruire. Puisque du coup, c'est une boucle de rétroaction qui vient perturber la stabilisation de l'identité. A l'inverse, des personnes issues de minorités peuvent développer une nouvelle image d'elles-mêmes en créant un surpersonnage qui va aider à la valorisation de soi et être encouragé par leur communauté.
pour une meilleure émancipation. Le narcissisme est alors nourri et le symptôme développé dans le sens du renforcement de l'identité. Et le masque numérique sera alors nourri dans un sens pertinent. On pourrait parler de tous les autres registres dont nous avons un représentant assez majeur pour la personne de Frédéric Vincent, spécialiste des théories geeks et du jeu vidéo. Il en va de même pour les personnes sur des applications de rencontres, pour les joueurs de jeux vidéo en réseau, pour tous les investissements où les interactions existent et peuvent nourrir une pratique, et peuvent nourrir un ego, nourrir une identité et nourrir différentes facettes de masques qui nous représentent. Je conclurai simplement, c'est vite dit, mais que l'identité... Ah non, ça va être très important. Parce que là, la clinique, elle vient de là. L'innovation que j'essaye de donner, mais que j'ai évoquée ce matin, c'est que l'identité est construite autour de nombreux masques. Chaque masque est une composante de la personnalité, une identité complète et en mouvement. Internet et ses usages permettent de nouvelles interactions qui ne sont pas que des usages, mais des modes de vie et de communication. L'identité numérique est donc un aspect d'identité qui rencontre de nouveaux types d'interactions de processus, dont les processus d'identification-projection, projection-identification. Et le développement de ce narcissisme est aussi fonction du niveau de maîtrise, du niveau de désir des sujets utilisant ces outils, quel que soit l'âge et la génération. Il est donc important de voir une nouvelle méthode d'investigation clinique pour nos patients, où la vie numérique peut être investie au même titre que les rêves. Avec le nombre de possibilités permis avec la diversité des applications, des sites et des autres plateformes, il faut donc plonger avec eux dans cette vie numérique pour tenter d'explorer les nouveaux espaces, comprendre les métamorphoses que cela induit et accompagne. Il ne s'agit plus seulement d'expérience de la parole sur le divan, mais d'une expérience de partage, d'interaction visible, des publications, des photos, et non plus seulement d'un acte de parole, d'une autre manière d'aborder le symptôme et de travailler, car presque préhensible. On est presque sur le registre de l'exhibition. Cette clinique du numérique permet de retracer des chemins, des actes et des choix comme des faits observables et objectivables avec l'analyste. Il faut accompagner les mutations technologiques sur leur terrain, et même si nous ne comprenons pas tous les tenants et aboutissants, questions d'utilisation, d'intérêt, de génération, il ne faut pas avoir peur, pour nous, analystes, de demander à nos patients comment eux investissent l'outil et le vivent. Il nous faut travailler ces masques comme de nouveaux matériaux, racontent des histoires, des nouveaux symptômes et des cristallisations de nouvelles identités. Merci. Merci Thibaut. Donc si vous avez des questions... Passionnant. Ah.